Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette autre production de votre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. Entre copines, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui lui aussi constitue un véritable tabou dans notre société. Nous allons parler de la dépression. Quelles en sont les causes, les signes avant-coureurs, les manifestations et comment se fait la prise en charge? C'est à ces questions et à bien d'autres que nous essayerons de répondre tout au long de cette émission. Merci de rester avec nous. Entre copines, l'émission qui parle aux femmes, avec les femmes sur des sujets généralement qui les concernent. Nous diffusons le samedi quand il est 15h30 et le dimanche quand il est 20h30. La dépression, si on en parlait, c'est notre sujet de ce soir. Pour en parler, la spécialiste en santé mentale est là, Madame Etondé. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Emine. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est vrai que la dépression, nous sommes tous... Un peu dépressif? Oui. C'est à toutes nos portes. Parce que la vie n'est pas facile. Je suis heureuse de vous avoir, surtout sur ce sujet. Oui. Merci d'avoir accepté d'être là ce soir encore. Merci pour l'invitation, bien que je sois déjà chez moi. Tout à votre opposé, on a Adèle Wewe. Bonsoir Adèle. Bonsoir Hermine. Déjà Bonsoir, habituée à ce plateau. Mais je suis chez moi ici, c'est ma maison ici. Donc, je suis heureuse de me retrouver avec vous pour parler de ce sujet vraiment qui est un sujet vraiment qu'il fallait qu'on en parle. Donc, je suis chez moi et je suis très contente. Il faut rappeler que vous êtes comédienne. Oui, je suis artiste comédienne. Je vous ai dit que bientôt, je vais faire boom dans ce pays. Oui, et je suis originaire de l'extrême nord. De Gizigis, il faut dire ça. De Gidigis. Gidigis. Oui, et j'ai grandi à Kolofata. Alors, situez-nous Gidigis, pour ceux qui ne connaissent pas. Gidigis, déjà, c'est un petit arrondissement, un très joli arrondissement. D'ailleurs, cette année, nous sommes classés 6e en termes de propriété au Cameroun. Donc, Gidigis, c'est un arrondissement qui est dans le département du Mayo-Kani, région de l'extrême nord. Et je pense que si le Seigneur le permet, un jour, je vais t'inviter là-bas. Moi, je connais bien Marois, je connais Mokolo, je connais Ngaoundéré où j'ai fait des études, donc je ne suis pas une novice pas à Gidigis. Pas à Gidigis. Oui, pas encore à Gidigis. Voilà. Mais... tu seras la bienvenue à Gidigis. Merci d'être là. Merci Hermine et alors, merci à vous. Tout juste à côté de toi, on a Mrs. Universe Cameroun 2024, Karel Comme. Bonsoir, madame. Bonsoir, Hermine. Je devais dire bonsoir, Mrs. Oui, bonsoir, Mrs. Alors, j'ai envie de dire que le hasard faisant ces choses, madame fête son anniversaire aujourd'hui. Oui. Alors, solennellement, j'ai envie de dire joyeux anniversaire, Karel. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Merci à tous. Joyeux anniversaire. Merci. Alors, c'est quoi Mrs. Universe Cameroun? C'est quoi cette compétition? Parlez-nous de... Oui, en fait, Mrs. Universe est différent de Miss Universe en ce sens que Miss, c'est pour des jeunes filles. Et Mrs. Universe, Mrs. c'est madame en anglais en fait. Donc, le concours Mrs. Universe, c'est pour les femmes mariées, divorcées ou veuves. Donc, cette année 2024, c'est tenu la 47e édition et le Cameroun a fait sa première participation par mois. Wow. Dans le top 12? Oui, j'ai fini dans le top 12 sur 115 femmes. Oh, Mais Hermine, ça veut dire que je peux aussi participer? Oui, tout elle a à dit fait, parce des que femmes Mrs. mariées. Japan, elle a 65 ans. Hein. Waouh! Ouais, Mais je suis mariée, flattée. divorcée ou veuve. Alors, en dehors de ces critères, il n'y en a pas d'autres? Non, il n'y a pas d'autres. Il faut être majeur, tout simplement. Mais il faut avoir passé par la case mariage. Ok. Oh, mais je suis partante. Hein. La prochaine fois, je lui porterai candidat. C'est ça. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de représenter le Cameroun aussi bien. Le plaisir est pour moi. Alors, Madame Etondé, nous allons commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la dépression? Oui, c'est vrai que j'aime utiliser des termes simples parce qu'il y a une forte communauté qui nous suit et qui ne connaît pas trop les termes scientifiques. Ça fait même peur à certains. La dépression, la vraie définition qui est dans le dictionnaire, c'est une maladie psychique. Quand je parle de psychique, c'est même pas la folie. Parce que quand on dit aussi psychique, les gens ont peur. Psychique, c'est l'esprit, c'est la pensée.
Donc, c'est une maladie psychique qui entraîne des troubles de l'humeur. Et ces troubles-là perturbent le quotidien des gens. Donc, pour que tout le monde comprenne, je dirais que la dépression, c'est un état qui plonge une personne dans une détresse profonde. Et ça l'amène à être... ça l'épuise, ça perturbe son humeur, ça l'amène à avoir peur, à ne plus savoir apprécier les choses au quotidien, à perdre l'estime de soi. Qu'est-ce que je peux encore dire? Ça entraîne les troubles alimentaires parce qu'il y a des gens qui, quand ils font la dépression, ils n'arrivent pas à manger ou alors ils mangent trop. Donc tout ça, c'est la dépression qui l'entraîne. Parfois, ça entraîne des maladies physiques. Quelqu'un peut avoir des symptômes physiques alors que la maladie au fond n'existe pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont mal à l'estomac, ils font des examens, il n'y a rien. Certains se sont même fait opérer alors qu'il n'y avait rien. Alors, la dépression, c'est une maladie, un trouble, un état d'esprit. Qu'est-ce que c'est? Quand on dit c'est une maladie? Oui, c'est une maladie. Quand on sombre déjà dans la dépression, on devient malade? Oui, c'est une maladie psychique. Ok, d'accord. Okay. Alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine de la dépression chez une personne? Il y a tellement de choses qui peuvent être à l'origine. Donc, beaucoup de gens créent même la situation de dépression aux autres sans savoir. Par exemple, il y a des problèmes au travail. Sur le plan professionnel, les patrons mettent trop de pression aux employés. Et beaucoup d'employés ont peur de perdre leur emploi. Oui. Ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Ils ont des familles qui doivent nourrir, des enfants qui doivent envoyer à l'école et ainsi de suite. Donc, ils sont tellement sous pression qu'ils finissent par craquer. Parfois, ils n'ont même pas le droit de parler. Parce que quand quelqu'un... Il y en a qui peuvent parler, il y en a qui peuvent se plaindre. Mais certains sont tellement pris dans le piège, se sentent tellement pris dans le piège qu'ils se retrouvent en train de tout encaisser, mais ils n'ont plus de vie. Maintenant, il y a aussi la peur de l'avenir. Il faut dire que nous vivons une période qui est extrêmement compliquée. Aujourd'hui, on est bien. Demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Beaucoup de gens ont peur de l'avenir. Il y a des problèmes de famille. Ça, il faut le souligner parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans les familles. Or, la famille est le lieu dans lequel les gens s'épanouissent. On doit être serein dans le milieu familial. Oui, dans le milieu familial, on doit être serein. Quand on apporte les problèmes de l'extérieur, la famille avant, c'était un endroit où on retrouvait la quiétude, la sérénité. Or, aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans les familles que les gens ont envie de fuir plutôt pour se retrouver dans la rue qui est un peu violente, aussi violente, pour se retrouver avec les mauvaises personnes. Donc, il y a ces problèmes de famille, il y a des problèmes de couple. Beaucoup de couples ont des problèmes. C'est-à-dire, dès que les gens se mettent ensemble et que la réalité du quotidien commence à les rattraper, c'est fini. Les problèmes commencent. Et les couples, parfois, ils n'ont pas de communication. Parce que parfois, la communication... Saine. Je voudrais une communication saine. Saine, constructive. Oui, parce que ça tourne au vinaigre. Parce qu'on ne sait pas comment on peut exprimer ses sentiments négatifs, parce qu'on a peur de parler, de peur qu'on ne perde l'autre, on a peur de parler, de peur qu'il y ait des violences. Il y a des problèmes, parce que même les enfants peuvent être déprimés. Bien sûr. Oui, des problèmes à l'école, le divorce des parents, il y a la perte d'un être cher. C'est très difficile. Peut-être que parmi nous ici, on a perdu des êtres chers. C'est-à-dire, c'est inexplicable. J'ai l'habitude de dire que c'est là où Dieu nous a unis tous. Parce que la maladie encore, on peut guérir. La dépression, on sort de là. Mais la mort, il n'y a pas de solution. Donc quand on perd un être cher, parfois on a perdu ses moyens. On ne sait comment on va faire parce que se dire qu'on ne va plus jamais revoir la personne, ça plonge de certaines personnes dans la dépression. La dépression. Oui. Alors, Adèle, votre mari a été dépressif. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a plongé dans cet état-là? Bon, déjà, j'avoue que moi, je ne savais pas ce que c'est que la dépression, jusqu'à ce que mon mari la manifeste. Chez lui, ça se manifestait de la façon suivante. On ne va pas aller aux manifestations, on va aller aux causes un peu. Aux causes, ok. On va arriver aux manifestations un peu plus tard. D'accord. On aimerait comprendre d'abord ce qui... Ce qui a causé la dépression à mon époux, ce sont des problèmes. Les problèmes au niveau du service. Il était trop acculé, trop de travail, trop de pression, comme madame vient de le dire. Il avait trop de pression.
il y a de cela, il y a ça. Et puis, dans sa famille, il est le seul qui travaille. Et trop de plaintes, trop de demandes. Peut-être trop sollicité. Trop sollicité, merci. Trop sollicité. Il a sa famille, sa propre famille à lui. Il a ses frères qui vont à l'école, ses sœurs. Donc, le seul qui travaille. Je vais prendre un exemple. Supposons qu'il a peut-être 100 000 au mois et que la demande vient peut-être à plus de 300 000. Donc, quand il se sent peut-être incapable de résoudre tous ces problèmes, du coup, ça peut plonger quelqu'un dans la dépression. C'est le cas de mon mari. Donc, c'est trop de problèmes. Sans oublier qu'il avait sa propre famille qui est vous. Bien sûr, bien sûr. Donc, je dis la dépression de mon mari, je n'accuse pas quelqu'un, ça vient du lieu de son travail, de service. D'accord, la pression au travail. La pression au travail. La pression familiale aussi. La pression familiale également. C'est ça. Alors, Karel, vous avez connu la dépression? Oui. À quoi est-ce que c'était? C'était quoi la cause? C'était des problèmes de violence domestique. Oui. Oui. Donc, je me suis mariée à 24 ans, il y a de cela un peu plus de 12 ans. Et juste après, même pendant que j'étais enceinte, puisque ma fille arrive, elle naît en 2012, enfin 1 an après, il y avait déjà tellement de problèmes. Je pense imaginer qu'il m'a traité de tout nom, ou bien j'ai dormi sur le canapé de notre maison tellement de fois avec mon ventre. Donc, je pense que après, quand j'ai quitté la maison familiale, de suite de coups et blessures encore, qui s'est passé chez ma mère et qui m'a arraché mon bébé qui avait 14 mois, là, j'ai sombré. Ouais. Donc, pour moi, c'était des problèmes de couple, comme notre spécialiste. Oui, mais est-ce que vous avez conscience de votre état de dépression? Non. Pas du tout? Non, pas du tout. C'est la maman qui s'inquiétait parce que je dormais dans son lit. Et comme il avait juste arraché le bébé, était parti et que j'étais venue passer le week-end, donc j'avais encore ses effets de bébé. Et je dormais avec sa poudre parce que je voulais sentir l'odeur de mon bébé qui me manquait et tout ça. Je ne faisais que me laver et me forcer à manger parce qu'elle me faisait manger, mais je ne faisais que ça. Et puis à un moment donné, j'ai même commencé à me décaper. Et comme je dis toujours, je pense que c'est ma famille qui m'a aidée parce que je suis l'aînée de quatre filles. Donc, quand celle qui était dans la ville où on était venait chaque fois, elle me dit, mais c'est comment? Tu es même en train de devenir brune. C'est comment? Ou alors, je sors ce soir, on sort, par exemple, mais j'avais envie de rien. Et comme notre spécialiste a dit, j'avais fondu, mais tellement. Je pense qu'à cette période-là, j'ai eu une très bonne amie qui est venue avec des habits qu'elle vendait. Mais je crois qu'après sortir de cette dépression, je n'ai plus jamais porté ces habits parce que je n'avais pas un poids normal, en fait. Ouais. D'accord. Alors, quels sont les signes qui doivent alerter les gens autour que quelqu'un fait la dépression? Oui, c'est déjà les signes que... Karel. Notre Miss, si on veut. Le monsieur a perdu une bonne épouse, tant pis pour lui. Ça va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. C'est clair. Oui, elle a déjà cité, et Adèle aussi en a cité. Donc, quand on connaît quelqu'un qui est peut-être joyeuse, quelqu'un qui mène une belle vie, et qu'on voit qu'elle commence à baisser, que du jour au lendemain, le sourire est parti, c'est la tristesse, des mots, même que la personne sort de sa bouche, c'est négatif. Parce qu'il y a des gens qui sont de nature positive. Mais quand quelqu'un commence à être négatif, il commence à se lasser, il se replie sur lui-même, il mange trop, ou bien... Ou pas du tout. Ou pas du tout. Quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un ne veut pas voir la lumière même, parce que quand on déprime, on n'a pas envie de voir la lumière, on n'a pas envie d'entendre les cris, on n'apprécie plus rien autour de soi. Quelqu'un peut être une belle fille, elle peut aimer s'habiller et tout ça, et après, elle n'a plus envie de s'habiller. Donc, il y a beaucoup de signes qui peuvent nous alerter. Les gens passent facilement dessus. Quelqu'un peut être dépressif, mais il va au travail normalement. Il peut même faire des choses, peut-être faire à manger pour ses enfants, s'il a encore conscience qu'il doit faire à manger pour les enfants, mais lui-même ne mange pas. Donc, quand on voit ce genre de signes, il faut déjà commencer à se poser des questions. On peut un peu s'y perdre parce qu'il y a un peu de tout.
Oui. Il y a celui qui ne mange pas, celui qui mange trop, celui qui est trop joyeux, celui qui est trop triste. On a du mal peut-être à cerner quels sont les signes. Oui, on peut avoir du mal si on ne connaît pas la personne. Mais si on vit avec quelqu'un au quotidien, on remarque que... Ça part du principe qu'on connaît la personne et qu'on peut voir qu'il se comporte différemment comme d'habitude. Oui, parce que il y a des gens qui sont casaniers, des gens qui sont timides, qui ne restent pas trop avec les autres. Mais si quelqu'un qui est timide, par exemple, se met à boire d'un coup, il a envie de sortir, il a envie de boire, il devient... Si le changement de comportement est radical. Oui. Il faut se poser la question parce que quelqu'un qui se met à boire du coup, ça veut dire qu'il a envie d'oublier quelque chose. Et si on ne fait pas attention, il va devenir soulard parce que dans son langage même, il va dire qu'il boit pour oublier les problèmes. Et ça peut amuser les gens. Lui, il boit et plus il a des soucis, plus il boit. Et ça devient autre chose. Alors, Adèle, à quel moment on colle un nom à la maladie de votre mari? À quel moment on sait que c'est la dépression? Bon, on sait que c'est la dépression au moment où il a commencé à faire des crises. Il se comportait déjà comme un fou. Et les gens pensaient même qu'il était déjà fou. Parce que mon mari, déjà, c'est quelqu'un qui est calme de nature. Je l'ai connu, il n'est pas trop bavard, il est gens réservé. On a cheminé ensemble. Bon, c'est vrai qu'il devenait un peu plus coléreux. Il était violent. Bon, j'avais peur, en fait, comme c'était au début, j'avais peur de peut-être lui poser des questions et puis que mon couple se brise. J'étais repliée sur moi. Jusqu'à ce que je tombe enceinte de ma dernière fille. Il a été violent un jour envers moi. Il a porté main sur moi. J'ai plié mes bagages, je suis rentrée chez nous. Étant donc là-bas, il n'avait plus un intérêt à rentrer à la maison. C'est comme ça qu'il était dehors. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à m'appeler au village. Tiens, ton mari, il est devenu fou. Les gens ont commencé à dire qu'il est entré dans les loges. J'étais enceinte, imaginez-vous, à 8 mois de grossesse. Et les gens ont commencé à le filmer, à envoyer ça sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que moi j'ai vécu. J'ai commencé seulement à prier. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Bon, c'est comme ça que j'accouche. Quand j'accouche, je fais 1 semaine. Mon père me dit, tu vas rentrer à Douala retrouver ton mari. Tu ne peux pas l'abandonner maintenant. Même s'il est fou, tu vas aller le ramener. J'ai pris mon courage, je suis venue à Douala. Et quand je suis arrivée, on l'avait amenée chez une soi-disant traitante. Elle enchaînait les fous et ceux qui ont fait la dépression, y compris mon mari. Mais quand j'arrive, je vois mon mari assis avec les chaînes aux pieds. J'étais scandalisée. Il dit, mon mari. Mon grand donc, comme j'aime souvent l'appeler comme ça, assis ou comme ça. J'ai essayé un peu de chercher à comprendre. La femme, comme c'est une voyante, entre-temps, elle avait dit à ma belle famille que c'est moi qui voulais tuer mon mari. J'ai fui. Et j'avais donc interdiction d'approcher mon mari. Quand j'arrive, il dit non, c'est mon mari, je suis venue, il faut qu'il sorte de là, je dois l'amener à l'hôpital. C'est comme ça qu'elle prend ses gros bras, elle les envoie sur moi. Les gens m'ont tabassé. Et mon mari, quand il s'est levé pour me défendre, comme il était menotté, ils l'ont également tapé. Mais j'étais dépassée. J'ai dit, c'est moi, nous sommes au Cameroun. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Avec les habits, avec un bébé en main. Je suis allée directement porter plainte. Je suis allée voir le commissaire, que je profite pour le saluer, le commissaire du 8e. Je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, vous êtes marié? J'ai dit, oui, mon commissaire. Il a envoyé une convocation à cette dernière. Quand nous nous sommes retrouvés devant le commissaire, on a essayé de parler. Bon, je lui ai dit, tout ce que moi je veux, c'est qu'on libère mon mari. On a libéré mon mari et on l'a ramené à la maison. Il n'était plus lui. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Il ne mangeait plus, il buvait plus tôt. Quand il boit, il dort un peu. 2 minutes. Par exemple, quand on est couché, nous tous on dort, on se réveille, il n'est plus là. On va m'appeler pour dire qu'il est à Bonabéry. Pendant qu'on parle au chercheur, on l'a vu à Bonanjo. Pendant qu'on envoie, on déploie les gens, non, il est à... J'étais dépassée. Jusqu'à ce qu'on réunisse l'argent pour l'amener à l'hôpital. C'est de là-bas qu'il a un peu eu la santé. Et c'est là-bas que les sœurs nous ont diagnostiqué que le gars, il fait la dépression. À un moment donné, moi, j'avais déjà cru qu'il était entré dans la loge, dans les loges. Et que ça l'a rendu fou. Oui, parce qu'il criait, il faisait vraiment la folie. C'était à un niveau extrême. Mais ce qui était bien en lui, c'est que sa part de dépression, quand il voyait quelqu'un qu'il connaissait, il s'arrêtait, il te saluait bien. C'est comme si sa dépression, il ne voulait pas me voir moi. C'est moi qui ne voulais pas voir. Donc trop de problèmes, trop de choses pas jolies, vraiment. Ce n'est pas une bonne maladie.
Alors, Karel, vous, qui vous dit que vous faites de la dépression? Comment vous savez que vous êtes en train de faire une dépression? Honnêtement, je ne sais pas. Oui. C'est après, avec du recul, que après, avec mes soeurs ou ma mère, qu'on se demande que mais, tu étais un genre même. C'est là qu'après, je me dis que je déprimais en fait. Donc, pendant que vous êtes en dépression, vous ne savez pas? Non. Tout ce ça que dure combien je voulais de temps? juste mon bébé. Ça dure combien de temps? Ça a duré combien de mois? Plusieurs mois, parce que ça fait il y a 10 ans de cela quand même. Oui. Ça fait plusieurs mois quand j'ai une tante qui était déjà à l'étranger qui me dit tu ne vois pas que tu stagnes là, tu n'as pas ta fille, tu es toujours mariée, tu es chez ta mère. Je crois que la seule chose qui était stable, c'était mon travail et que ma famille était autour de moi. Mais à part ça, j'étais une femme mariée chez ma mère, mais qui ne voulait rien faire d'autre, mais que partir au travail parce que j'étais obligée. Et ça se passait bien au travail? Au travail, je pleurais tout le temps. Oui. Mon feu boss, il est même décédé aujourd'hui. Il ne savait même pas quoi faire. Mais il me disait tout le temps que ça va aller. Lui, il me comprenait. Et il se disait que, comme je suis déjà partie de la maison de ce type-là, ça va aller. Après, il ne savait pas comment je me comportais à la maison. Oui. Au travail, tu es calme. S'il te demande de faire quelque chose, tu fais. Il n'y a pas plus que ça. C'est vrai qu'il me voyait pleurer et il savait que ma fille n'était toujours pas avec moi. Mais c'est tout. À la maison, comme notre spécialiste a dit, c'est à la maison qu'on se rendait compte que je ne venais plus voir la télé. J'étais tout le temps dans la chambre. Même si on dit qu'on a préparé quoi pour m'attirer au salon, ça ne me disait rien. J'étais qu'avec la poudre de ma fille. J'étais qu'avec ça. Et je ne me rendais même pas compte que j'avais maigri parce que quand la maman vient et elle gronde quand même un peu qu'il faut manger et tout, je mange, mais dès qu'elle tourne le dos, je laisse. C'est après que quand je veux remettre les habits que j'ai achetés, parce que bon, j'ai cette amie-là qui m'a forcé un peu à acheter des habits, que je me rends compte que j'étais finie en fait. Oui. Mesdames, nous avons marqué une première pause. Nous avons tendu le micro aux gens dans la rue ou ailleurs. Nous leur avons demandé s'ils savent ce que c'est que la dépression. On les écoute et on se retrouve juste derrière. La dépression, pour moi, c'est un état de quelqu'un qui est débordé par une situation, par le travail, par le manque de sommeil, par beaucoup de fatigue. C'est à ça que la dépression me renvoie. Est-ce que tu souffres souvent de ça? Personnellement, je n'ai pas encore subi une dépression parce que je me bats toujours pour ne pas être dans cette situation. Comment tu te bats pour ne pas être dépressif? Je me bats pour ne pas être dépressif parce que je dors beaucoup. Je fais l'effort de ne pas me retrouver à un niveau de fatigue très avancé. Et je crois que sur cette base, j'évite la dépression. Bon, en un mot, on peut dire que la dépression, c'est le fait d'accumuler beaucoup de stress. Donc, c'est avoir un stress exagéré qui est parfois dû à certains problèmes qu'on n'arrive pas à gérer ou bien à contenir. Et ça arrive le plus souvent dans des situations de difficultés énormes. Par exemple, c'est-à-dire un homme qui est à la maison, qui constamment n'arrive pas à réunir premièrement les deux bouts et deuxièmement est harcelé par son épouse. Il faut gérer la location, il faut régler tel ou tel problème alors qu'il n'a même pas les capacités réelles, il n'a même pas les moyens nécessaires pour le faire. Donc tout ça conduit à la dépression qui peut pousser à un AVC, à une attaque cardiovasculaire. Donc, et généralement, pour en sortir de là, il faut déjà se calmer, trouver des repères, se libérer. Et se libérer juste, c'est tout. Ça vous arrive parfois d'être dépressif? Non, je n'ai pas encore eu un cas de dépression à mon niveau et je souhaite ne pas avoir. Je pense que la dépression, déjà, c'est une forme de stress qu'un individu développe en lui.
Est-ce que vous avez déjà eu à souffrir ou bien connaissez quelqu'un qui a déjà eu à souffrir de ça? Oui, plusieurs personnes, des amis proches. Et bon, chacun a sa manière de manifester sa dépression en fait. Comment ils l'ont géré ou bien c'est vous-même qui souffrez? Oui, moi-même ça m'arrive parfois. Comment vous réussissez à gérer ça? Bon, pour se passer, c'est essayer de trouver des solutions parce que la dépression vient d'abord une cause. Et essayer de trouver la solution à la cause de cette dépression, c'est la meilleure solution en fait. La dépression, c'est l'excès le surménage, quoi. Quand beaucoup de choses s'accumulent dans votre tête, vous n'arrivez pas à gérer certaines situations, vous pouvez vous voir en train d'avoir certaines crises. Et parfois, vous pouvez vous retrouver en train de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je prends un exemple. Quand vous êtes en train de travailler, on vous accumule de travail. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Vous n'arrivez même pas à trouver un point. Oui, vous n'arrivez pas à vous concentrer même juste sur votre travail. Et vous voyez surmener, accumuler avec énormément de travaux. Donc je peux dire que cela peut conduire à la dépression. Vous avez déjà eu à souffrir de cet état ou bien connaissez les gens qui en souffrent? Bon, j'ai déjà eu à traverser cette étape, mais il faut juste essayer de faire ce que vous aimez le plus et ne pas penser à tout cela. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. Vous regardez Entre Copines et Entre Copines ce soir, nous parlons de la dépression. Alors, Adèle, vous nous parliez de comment se comportait votre mari, de comment cette dépression se manifestait en lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, Hermine, comme je vous disais tantôt, c'est que mon mari, dans sa dépression, il a commencé à être violent. De plus en plus, la violence s'intensifiait. Ce qui fait qu'il est passé de la colère maintenant à la bastonnade. Il faisait même des crises. Donc il était super violent. Quand il veut me demander quelque chose, ça avait violence. Ça a commencé à nous inquiéter maintenant. Et puis, il ne restait plus à la maison. Les balades, la boisson, il ne mangeait pas comme je vous ai dit. Il ne mangeait pas, il boit. Et quand il boit, il devient, je dis, extrêmement violent. Tu parles un peu, c'est la bastonnade. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Il était méconnaissable. Méconnaissable. Tout l'énervait. Tout l'énervait. Et parfois, il faisait comment? Il venait souvent, peut-être ses documents précieux qui étaient là, il prend, il part. Il ne sait pas où il a jeté ça. On a eu à refaire la carte d'identité plus de 4 à 5 fois. Parce qu'il n'était plus conscient. Donc, il en avait marre de la vie. Il avait perdu il avait le dégoût de la vie. Il ne s'intéressait plus aux choses de la vie, en fait. Donc, mon mari, ça n'a pas de dépression. Je crois que c'était à l'extrême. Ça a été violent. Et je pense que sa famille et moi, y compris, on a négligé cela. On n'a pas su vite mettre terme à ça. Surtout, comme on l'a dit, c'est tellement tabou que les gens, en dépression sont taxés de fous. Oui. Et on pensait peut-être qu'il est devenu fou. Exactement. Oui, exactement. Quand ça commence comme ça, on trouve que la personne fatigue. Oui, voilà. Aussi. C'est toi celle qui a les problèmes. C'est ça. Et ainsi de suite. Voilà. Alors que quand nous, on parle comme ça, on enfonce encore la personne. Exactement. Parce qu'elle a envie qu'on la tire vers le haut. Ah oui. Mais nous la menons plutôt vers le bas. Voilà. Ça me permet, vous avez la parole, vous la gardez. Est-ce que vous pouvez nous... Elle dit que cette dépression était violente. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques formes de dépression? Il y a la déprime qui est passagère. Nous tous, on le dit souvent, hein, comment ça va? Je dis, oh, je déprime. Je déprime. Oui, parce qu'on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. On est en train de chercher la solution. Dès qu'on a la solution, ça passe. Et il y a une autre forme qui est un peu plus prononcée, comme celle que Karel a eue. Et bon, elle sombrait, et puis après, elle s'est relevée. Elle s'est relevée vite parce que la famille était là, elle n'a pas eu besoin de médicaments, elle avait besoin qu'on la comprenne et qu'on l'encourage. Et il y a la forme de dépression grave. C'est cette forme que le mari d'Adèle a eue. Parce que là, ça devient comme la folie. Là, on ne se contrôle plus. Là, on ne sait plus ce qu'on fait, c'est-à-dire on craque. On craque, soit on est... Parce qu'il y a des gens qui ont eu ça, ils se sont complètement refermés. Ils ne parlent plus. Ils ne disent plus rien, ils ne mangent plus.
ils se sont mis complètement de côté. Soit alors on devient violent, comme Adèle. Mais si vous permettez, je voudrais parler, parce qu'elle a dit qu'on l'a amenée chez une voyante. On a aggravé la situation. Les familles et nous-mêmes, nous devons savoir que les problèmes, les maladies comme la dépression, on les soigne. On les soigne. Les maladies mentales, on les soigne. Il y a une dame que j'ai vue, une personne que j'ai vue à la clinique dernièrement, qui m'a dit la forme de dépression qu'elle avait, l'angoisse, mais depuis qu'elle a commencé à se faire soigner, ça va. N'ayons pas peur d'aller nous faire soigner. C'est important que je souligne ça parce que ici, on a tendance, quand quelqu'un a les manifestations de ce genre, on dit que c'est la folie. Même si c'est la folie, on soigne. C'est la maladie mentale, on la soigne. On a tendance, on pouvait même le laisser en route comme ça et dire que, ok, comme il est devenu fou, tant pis, qui reste dans la rue. Donc, renseignons-nous bien avant de faire quoi que ce soit. Parce que le fait même qu'on malmène quelqu'un, on l'enchaîne, on aggrave la situation. La personne porte déjà une lourde charge. Quand on enferme, on verse les trucs sur lui, on aggrave. Je crois que c'est même ça qui a plutôt aggravé la situation de mon mari. Parce que quand je reviens avec l'enfant, il était enchaîné. Un jour, j'arrive, donc je n'avais pas accès à lui parler. Un jour, il a fait un bout de papier. Quand la dame a été distraite, il a balancé, j'ai ramassé. Quand je suis partie, il me dit, si tu me laisses encore ici une semaine, soit c'est mon cadavre, soit je vais devenir fou. Tout un docteur qu'on a réduit à attacher parce que je fais de la dépression, on estime que c'est... Il a été choqué en fait. Il s'est dit, bon, donc quand je suis malade, c'est à ça que je me réduis. Est-ce qu'il n'y a pas les hôpitaux? Il a été choqué, du coup, il a commencé à se révolter. Et entre-temps, chez la traitante, mon mari, c'est quelqu'un qui n'aime pas vos histoires de charlatans et tout ça. Mon mari, il a failli devenir prêtre. Hein. Il a fréquenté au petit séminaire de Guidé. Il voulait devenir prêtre. Mais bon, les choses n'ont pas marché. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui prie son Dieu. Il est là. Du coup, quand on vient lui dire, bois ceci. Pour lui, c'est que ce sont des mensonges. Quand vous venez, vous avez égorgé votre... Mon mari n'est pas dedans. Donc, quand il a commencé à refuser, les gros bras de la dame ont commencé à la puer, à le tabasser, à le violenter. Du coup, ça l'a révolté. Et un jour, il s'est échappé de cette dame, de la maison de cette dame. Il est arrivé à la maison. Il a déversé la colère sur moi. Il a dit, c'est toi la seule personne qui peut me soutenir. Comment toi aussi tu peux rester loin de moi? Moi, j'avais la peur que son grand frère qui était officier de police, comme il m'avait menacé, j'avais peur, j'étais perdue. Il m'a dit non, tu es marié, tu dois aller porter plainte, tu dois aller me défendre. Quand il m'a dit ça, j'ai encore eu un peu le courage. J'ai commencé à vraiment réclamer qu'on le libère de là. Voilà. Je profite aussi pour dire vraiment merci à ceux qui l'ont soutenu. Hein. Oui, on a une forte communauté des frères tout pourris qui ont fait une main levée. Ils nous ont envoyé cette somme et son ami Marcel qui est actuellement au Canada, ils nous ont soutenus. Ils ont dit amène-le à l'hôpital. Directement, on l'a amené à l'hôpital. Mais ça va aujourd'hui. Ça m'a étonné. Est-ce qu'il y a des personnes plus enclines à être dépressives? Oui, de plus en plus. Hein, parce qu'on vit déjà notre environnement. C'est important aussi de le souligner. Dans notre environnement, on nous montre que quand on vit au Cameroun, on est tous malchanceux. Le pays n'en vaut pas la peine. Il n'y a rien de bon ici. Même si on va à l'école, on ne peut pas s'en sortir. Ça ne sert à rien, c'est ce qu'on veut faire croire. Et pendant ce temps, ceux qui sont à l'étranger, qui vivent très mal là-bas, mais qui ont une belle cuisine et un beau salon, c'est eux qui donnent des leçons. On ne peut pas aller à l'hôpital au pays, on ne peut pas aller à l'école au pays, on ne peut pas. Donc, entre-temps, ils sont toujours en train de revenir au pays. Voilà. Moi, je voudrais bien profiter pour leur dire, parce que je suis souvent, tout à l'heure encore, je suivais quelqu'un et on voit leur moralité. Ils disaient aux gens, l'hôpital au pays, ça ne vaut pas la peine. Rien ne vaut la peine. Donc, nous tous, ça nous met déjà dans des conditions, de mauvaises conditions. On est exposé à la dépression. Un enfant qui finit ses études, on lui dit, non, toi, tu ne peux rien faire. L'enfant, avant de finir les études, il sait qu'il ne va rien faire. Quand il finit, c'est déjà dans sa tête. Quelqu'un qui est qui est malade, on lui dit, il n'y a pas d'hôpital ici. Aucun médecin ne peut te soigner. Et nous qui sommes dans la santé mentale, pourquoi on croit en nous? Il a fallu qu'on voit des gens qu'on aide. On dit que non, quand tu es fou ici même, à l'étranger, on ne peut pas. À plus forte raison au pays. Je rappelle qu'il y a des gens qui partent de l'étranger pour venir se soigner ici. Et on s'assort parce que pour plusieurs raisons, nous, on réussit à les soigner. Donc,
ça fait qu'on soit tous exposés à ce problème-là. C'est-à-dire, quand on vient aujourd'hui, je parlais de la peur de l'avenir. On ne sait jamais ce qui va nous arriver. On vit dans la peur. Si je tombe malade, qu'est-ce qui va se passer? Si je finis mes études, comment je vais faire? Si. Ça nous expose. Dans une certaine insécurité. On vit dans une certaine insécurité. Donc là, il faut rassurer les gens. Je ne dis pas qu'ici, on est au paradis. On n'est pas au paradis, mais... Mais c'est le chez nous. C'est le chez nous. Et puis, on doit apprendre. Avant, on insultait les médias et tout ça. Mais quand je vois les gens qui, moi, me regardent à l'étranger, je me rends compte que ceux qui sont à l'étranger, même ceux qui sont à l'étranger, regardent les émissions ici. Oui, quand on insulte nos télévisions et tout ça. Mais quand je passe en route, on me demande les autographes, ça veut dire que les gens nous suivent ici. Donc, dans le cas de la santé, par exemple, les gens ne doivent pas avoir peur. Parce que quand on se dit que si on tombe malade, on n'a pas moyen de se faire soigner, c'est grave. Ouais. Nous, on doit savoir, les gens doivent se renseigner. On ne se renseigne pas assez. C'est-à-dire, chacun reste là. Les autres ont dit qu'ici, on n'est pas bien. Regardons, par exemple, dans le cas de la santé mentale. Et on soigne bien les gens ici. Moi, je travaille avec un médecin psychiatre. Un bon médecin. C'est-à-dire... Docteur Togem, que je salue. Michael, voilà. Le docteur Togem m'a appris qu'il faut poser un bon diagnostic. Vraiment, je n'entrerai pas dans les détails. Et depuis que je suis avec docteur Togem, moi-même, je peux déjà lui dire que le problème, c'est ça. Et les amis, il me dit que c'est ça. C'est comme ça qu'on réussit à aider beaucoup de gens. Donc, ceux qui pensent que s'ils sont malades, s'ils ont des problèmes de dépression, c'est que c'est fini pour eux. Aller à l'hôpital, rechercher des personnes. Parce que parfois, quelqu'un a un problème de dépression, il va voir un neurologue. Ou bien il va voir un généraliste. Si on ne le soigne pas, ce n'est pas étonnant qu'on ne le soigne pas. On va revenir à la prise en charge, Madame Etonde. Et c'est important. C'est important qu'on revienne dessus. Mais avant, Karel, est-ce qu'avant que vous ne sortiez de la dépression, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un en dépression? Non, pas pour la dépression, mais pour mon problème de... J'avais vu un psychologue parce que j'étais toujours très affectée à ce qui venait de m'arriver, pourquoi mon mari me frappait. Ça faisait à peine 1 an qu'on était mariés, tout ça. Donc, je ne sais pas si dans tout ce que la personne a pu me dire, certes, je n'avais pas ma fille à ce moment-là, donc je regardais comme ça, sans trop regarder, sans trop comprendre ce qu'il me disait, parce que moi, je voulais juste mon enfant, en fait. Et je voulais qu'on me dise, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi mon mariage s'est gâté, pourquoi je suis... Enfin, je ne trouvais pas des réponses à ce moment-là à mes questions. Je pense que c'est parce que j'étais trop triste, peut-être. J'étais trop triste. Mais je pense tout ça... C'est avec le recul, c'est après quand j'ai eu ma fille, quand j'ai dit qu'il faut que je l'élève, je la vois, je suis heureuse. C'est après tout cela que je me dis, mais qu'est-ce qui m'était arrivé? Je passais même par quoi, tout ça. Et dans la famille, même à ce moment-là, puisque je dis ça fait 10 ans, aujourd'hui j'en parle sans pleurer même comme avant, mais l'année qui suivait, quand je voyais ma fille grandir et que j'étais toute seule à l'élever, c'était encore trop difficile de parler jusqu'à ce que je suis aujourd'hui à la télé, en train de parler, jusqu'à ce que j'ai voyagé pour parler sur cette plateforme internationale, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je monte mon association. J'ai fait du chemin quand même. Merci d'en parler. Je sais que ça vous coûte beaucoup, mais j'allais vous demander, et je ne l'ai pas dit avant, vous êtes la présidente, je vais le dire en français, de l'association des femmes, de la lutte, alors, Women Against Violence in Africa. Alors, est-ce que dans le cadre de votre association, vous recevez des femmes qui font la dépression? Mon association, je la mets sur pied quand je rentre le 15 octobre 2024. Donc, elle est vraiment toute jeune. Et je pourrais annoncer le but ici de mon association, c'est vraiment d'être à l'écoute des femmes. Parce que je sais que ça coûte aux femmes de briser le silence. J'aimerais pouvoir faire ce qu'on appelle Women Empowerment. Vous m'excuserez parce que comme j'ai fait mon concours en anglais, j'ai beaucoup de termes en anglais qui reviennent. Dans Women Empowerment, c'est l'autonomisation financière des femmes. Parce que dans ma recherche ou bien pendant que je regarde, la majorité des femmes qui restent encore dans le foyer sont parce qu'elles n'ont pas de travail. Donc du coup, c'est l'homme qui s'occupe de tout. Je vais vous couper 2 minutes.
restent encore dans un foyer où elles subissent des violences. Où elles subissent des pas violences. toutes les femmes. Hein. Voilà. Oui, oui, bien sûr, non, c'est pas toutes les femmes et c'est pas tous les hommes. Et c'est pas tous les hommes qui sont violents et violents sans vouloir rechercher une solution. Oui. Vraiment, quand j'entends Madame Adèle ici, son mari a été violent, elle a été, on peut dire qu'elle est victime de violence conjugale, mais c'était pourquoi il y a une circonstance autour qui était différente de la mienne. Parce que moi, dès que j'ouvrais la bouche, il me disait, tu penses que tu as le monopole du savoir, tu penses que tu as la science infuse, c'est grâce à moi qu'on t'appelle madame, c'est ceci, c'est cela. Donc, je ne pouvais même pas lui faire entendre raison. Donc, je pense que les circonstances sont différentes. Mais moi, je ne suis pas contre le divorce. Je ne suis pas contre que vous laissez votre foyer. Je suis pas... Non, vraiment. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, j'aime le mariage. Et tous les hommes ne sont pas violents. Mais tant que c'est du genre, je pense que Madame Adèle, si c'est que vous sentez que vous êtes en train de mourir, parce que moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu la mort venir, j'ai d'abord dit que je pars d'abord avec ma fille. Après, on voit le reste. Donc, Très bien d'en avoir parlé, mais je pose toujours ma question. Est-ce que vous recevez les femmes est-ce qu'il y en a qui sont en état de dépression? Et on a qui sont en état de dépression, qui viennent me parler directement, mais n'ont pas envie de parler ouvertement, qu'on écrive même si c'est de façon anonyme, non. Elles ne veulent pas. Mais je pense que un avocat, un psychologue ne peut pas vous venir en aide si vous n'êtes pas là. S'il n'y a pas d'éléments, on ne pourra pas le faire. Si vous ne donnez pas l'occasion de vous aider, ça va être difficile. Donc, c'est encore difficile d'avoir des femmes qui puissent venir. C'est pour ça que moi, je mets de ma personne. Ça fait jamais un plaisir de venir dire que j'ai été battue, j'ai été ceci, cela. Mais je me dis que si je fais ça et que vous voyez la femme que je suis devenue aujourd'hui, ça peut inciter les femmes à briser le silence et à nous contacter des associations comme les nôtres pour qu'on puisse vous venir en aide. Il faut dire que vous êtes jeune. Oui. Regardez comment elle est. Elle a été une femme battue, encore plus jeune, mais elle a eu le courage d'en sortir. Oui. Pourquoi vous pensez que vous ne le feriez pas? C'est ça. Même si vous avez des enfants, parce que moi j'avais Même si vous avez des enfants. Alors, Adèle, alors, comment c'est véritablement passé la prise en charge de votre mari? Après qu'il soit sorti chez le marabout, vraiment. Comment ça s'est passé la prise en charge? Une fois que nous nous sommes retrouvés chez le commissaire, devant le commissaire, et que j'ai demandé la libération immédiate de mon époux, c'est comme ça que on m'avait déjà indiqué où l'amener. C'est comme ça que je prends mon époux, on l'amène à l'hôpital des Sœurs. Arrivé là-bas, on lui a posé une série de questions. Il a répondu à toutes les questions. La sœur là m'a dit, madame, votre mari n'est pas fou. C'est la dépression. On va soigner votre mari. Et puis vous avez un mari qui est beau comme ça, intellectuel. Pourquoi vous ne l'avez pas amené si tôt? Bon, je n'ai pas voulu entrer dans les détails. Oui, on l'a soigné, on lui a donné des médicaments, on l'a injecté. Elle m'a dit, il faut être doux avec lui. Douce avec lui. En ce qui vous concerne et doux pour les autres. Voilà, que je dois être douce envers mon mari et beaucoup l'écouter. Elle m'a dit, tu vas prendre ton mari, vous allez rentrer. J'ai eu peur. J'ai dit, mais je crois qu'on devait l'interner. Oui, je crois qu'on devait l'interner. Elle me dit non. Ça va aller, rentrer avec votre mari. Je ne voulais pas. Parce que j'imaginais comment je devais faire 2 jours dans la maison avec mon mari et les enfants. Elle me dit, allez-y madame, rien ne va se passer. Du coup, il a changé, il est devenu plus calme. On a parcouru le village jusqu'à PK8. Mon mari n'a même pas dit un mot. Quand nous sommes arrivés, j'ai dressé le lit, il est parti se coucher. Il a dormi pendant 5 jours. Donc quand il s'est réveillé, c'est pour aller peut-être aux toilettes. Il revenait, il était couché, il dormait seulement. Entre-temps, quand il se réveillait, il fallait qu'il mange. Il fallait que je lui parle doucement. Donc il fallait que je sois attentive en fait. Oui. C'est comme ça que sa dépression est passée. Jusqu'aujourd'hui où nous parlons. Il est très bien portant. Il est même content de revoir sa famille. Et je pense que c'est l'hôpital qui nous a beaucoup aidés. Il y avait beaucoup d'affection, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour aussi. Oui, Parce que je crois qu'il avait besoin d'être entouré. Oui. Beaucoup de gens aussi, ses camarades, le 02D, qui l'a beaucoup soutenu également. En fait, toute personne, parce que mon mari, c'est un homme public. Il aime trop la famille.
Donc mon mari ne peut pas être là, il voit son frère qui n'a pas peut-être la CNI, il est sensible, il va chercher à aider, tu n'as pas ceci, il est là pour aider. Quand on prend même nos frères ici en prison, il est là toujours en train d'aider les gens. Donc du coup, quand les gens ont compris que c'est telle personne, tout le monde sortait de gauche à droite pour nous soutenir. Et puis cet amour-là a fait en sorte que mon mari se sente aussi aimé. Ouais. Donc la famille a été là, l'hôpital a également joué son rôle. Donc aujourd'hui, lui et moi, on n'a pas de problème. Quand il veut même seulement se fâcher, j'évite le côté là. Donc quand je sens seulement que son œil veut, je dis non, coucou, non. La paix est bien. Ça vous a marqué. Oui, hein, oui. Donc je suis plus compréhensive avec mon mari. Oui, on s'entend beaucoup. Hein. Moi, je dis toujours que Seigneur, merci, parce que tout ce qui arrive, après, on se rapproche un peu plus. Même prière. Alors, Madame Itonde, comment à votre niveau se fait la prise en charge des maladies, des dépressifs? Oui, ce que je fais généralement, soit quelqu'un va chez le médecin et après le médecin lui donne un traitement médical et il envoie chez moi si la personne a besoin d'un accompagnement psychologique. Soit la personne vient d'abord chez moi et moi je vois que son problème est plus sérieux. Et vous l'envoyez chez le médecin? Je l'envoie chez le médecin, il lui donne aussi le traitement médical. Oui. Donc je voudrais un peu expliquer, comme Adèle l'a dit, des personnes qui dépriment n'ont pas besoin de violence. Moi, je travaille même avec des gens qui ont la maladie mentale. Des gens qu'on appelle des fous. Hein. Quelqu'un, les gens, à un moment donné, pourraient penser que je suis sorcière. Je discute avec un malade mental bien. Parce que je cherche à connaître son délire. Même s'il est violent, tout ce qu'il me dit, oui, je suis dans l'apaisement. Et quand le malade voit que vous êtes dans l'apaisement, que vous vous intéressez à lui, que vous l'écoutez, il s'apaise. Oui. Ils n'ont pas besoin de violence. Donc, ce qu'on vous a dit à l'hôpital, c'est exactement ça. La douceur, l'amour. On appelle notre travail le travail de l'amour. Si on n'aime pas les êtres humains, on ne peut pas faire votre travail. On ne peut pas faire ce travail-là. Parce que nous, on prend tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont dépassés, tous ceux qui ont perdu goût à la vie. Il faut les ramener vers le haut. Or, pour ramener quelqu'un vers le haut, ce n'est pas en le criblant de pierre ou en l'insultant. Il faut utiliser les mots. C'est-à-dire, dans la prise en charge, on cherche à connaître où est le problème de la personne. Quelqu'un qui fait la dépression, ceux qui parlent, il va commencer à dire des choses. Hein. Oh, personne ne m'aime et ainsi de suite. On travaille dessus. Et le traitement médical aidant, je vous assure que ceux qui nous suivent, qu'ils sachent que ça se soigne. Et ça se soigne très bien. La preuve, le mari d'Adèle, il est bien. Bien sûr, mon mari va bien. Moi, j'ai souvent vu dans un hôpital public, parce que j'ai passé un temps dans l'hôpital public, des malades qu'on a menés, extrêmement violents. Ils racontaient n'importe quoi. On peut les amener vraiment... Je ne peux pas décrire ça parce que moi, j'utilise d'autres méthodes que je pourrais non plus décrire pour amener les malades violents vers l'hôpital. Quand ils étaient pris en charge, on les injectait. 5 minutes après, c'était fini. C'est pour ça qu'un malade mental ne m'impressionne pas. Qu'il soit fou, qu'il se mette nu ou qu'il se roule par terre, il ne m'impressionne pas du tout. Et même au niveau de la clinique, on est calme. Je me rappelle qu'il y avait une malade qui faisait très peur aux gens. Donc, il fallait m'appeler. Quand je venais, le sourire, tout ça là, ça marchait. Donc, à un moment donné, ce que le médecin faisait, c'est qu'on va lui faire telle chose. Il faut que tu sois là. Et moi, je viens. Parce que... Vous la pesiez? Oui, complètement. Vous compreniez son langage? Je comprends le langage, je comprends le problème. Il va m'expliquer que j'ai tel problème. Même si c'est un peu embrouillé là, si on peut causer 1 minute, en 1 minute, s'il a 1 minute de lucidité, je note. 3 minutes de lucidité, je note. 5 minutes, je note. Au bout d'un certain temps, je vais savoir exactement où est le problème du malade. Donc, ce n'est pas une histoire de marabout. Peut-être qu'il y a des maladies qui sont liées au spiritisme et tout ça. Mais quand c'est un phénomène naturel, on le détecte et on le soigne. Ça veut donc dire que si on ne soigne pas rapidement la dépression, elle peut se transformer en... Ça peut dégénérer. Ça en folie, je sais pas, une maladie mentale. Mentale, oui. Parce que ça commence comme ça, tout doucement, tout doucement. Après, ça devient une maladie mentale. Toute maladie qu'on ne soigne pas, ça grave. C'est comme, je ne sais pas moi, le cancer, même le palud. Si on ne soigne pas le paludisme simple, ça prend une forme de paludisme grave qui
entraîne même la maladie du cerveau. Donc, dans le cas de la dépression ou d'autres, le stress prolongé et ainsi de suite, il faut être vite pris en charge. Donc, tout le monde doit être vigilant. On doit s'observer les uns les autres. Même moi, je suis exposée à la dépression. Bien sûr. Vous l'avez bien dit que nous tous, dans la société, nous sommes... Mais nous, on prend des dispositions. Parce qu'avec le médecin, il m'a dit ce que je dois faire si lui, il a un problème. Et moi, je lui dis ce qu'il doit faire si moi, j'ai un problème. Donc, tous les autres peuvent aussi prendre des dispositions. Je voulais demander si est-ce que ça peut arriver aussi au suicide. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On venait aux conséquences de la dépression. Oui, oui. Parce que quelqu'un qui boit du noir, quelqu'un qui ne croit plus ni en lui, ni à son entourage, qui est complètement négatif, qui est sûr que la situation est complètement hors de contrôle, qu'est-ce qui lui reste? Je fais quoi ici? Il va se suicider. Bien sûr. Votre mari a voulu se suicider, vous? Je ne dirais pas qu'il a voulu se suicider, mais déjà l'effet de marcher, traverser la route sans toutefois regarder. Vous voyez un peu, on est à Douala avec les véhicules qui vont de gauche à droite. Donc il marchait, il ne savait même pas s'il y a un véhicule qui venait, traverser la route. C'était au véhicule de l'esquiver. Voilà, vous voyez, c'est toujours le suicide inconscient. Inconscient, voilà. Donc, mais c'est suicidé, il n'était pas encore arrivé à ce niveau. Maintenant, on comprend donc qu'il y a plein de ces gens qu'on voit sur la route, dans les rues, qui ne sont pas forcément, j'allais dire fous, j'aime pas le mot, mais qui sont même dépressifs, malades mentaux, mais qui sont peut-être simplement dépressifs. Bon, pardonnez-moi de dire simplement, parce que ce n'est pas simple la dépression non plus. Oui, mais... ce n'est pas simple. Bon, quand on est spécialiste, on se dit que c'est pas grave, parce qu'on sait qu'on va soigner. Mais quand on vit cette maladie, c'est assez lourd à porter. Il y a un psychiatre qui m'avait dit un jour, une femme s'était déshabillée, elle est descendue de sa voiture, elle s'est déshabillée et elle a commencé à marcher. Les gens ont dit que c'est les conditions. Donc, faisait la dépression. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça, même dans nos familles. Quelqu'un n'en peut plus, il a piqué une crise. On l'a catalogué que c'est un fou et il est resté comme ça. Il y a des malades, donc, c'est des années après, qu'on nous dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Mais quelqu'un a complètement sombré dans la maladie. Oui, parce qu'on n'a pas pris soin de lui, parce que pendant qu'il était en train de souffrir, on lui rajoutait des souffrances. Tu ne veux rien faire, tu veux seulement qu'on s'occupe de toi. Est-ce que tu es le seul enfant? Est-ce que nous tous, nous avons perdu quelqu'un? Dans le cas du deuil, quand il y a deuil, tout le monde ne vit pas le deuil de la même manière. Absolument pas. Chacun vit ses douleurs comme il peut. Oui. Donc, il faut comprendre l'autre. Il y a des gens qui sont plus forts. Il y a des gens qui, bon, le père est mort, la mère, ok, les amis ont dit, allons boire. Il est parti boire, il a oublié. L'autre, il ne veut même pas voir les amis parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il y a des femmes qui divorcent. Après, elles s'en foutent. Moi-même, j'ai divorcé, mais je m'en fous complètement. Mais il y en a d'autres qui ont du mal à se relever. Elles ne se relèvent pas parce que pour elles, le mariage, le mari se remarie, même elle est toujours derrière, il fait d'autres enfants, elle est toujours derrière. Non. Donc, on ne peut pas tirer sur ce genre de femmes. Bon, moi, en tant que spécialiste, je les prends autrement. Oui, on les tire vers le haut. On amène les personnes à accepter la réalité. On amène les personnes à être réalistes, à être résilients. Nous devons avoir la capacité de rebondir. Si on n'a pas cette capacité, dans le monde où nous vivons actuellement, nous pourrons devenir fous. Quelqu'un m'a dit un jour que dans ce monde-ci, les plus chanceux vont s'en tirer avec la folie. Oui, les plus chanceux seront fous. Alors, mais est-ce que, Karel, tu ne penses pas que c'est parce qu'on ne connaît pas bien la dépression que les gens ont tendance à traiter les autres comme ça? Je pense qu'Emile, tu as lu dans mes pensées parce que quand notre spécialiste parle, je me dis, nous gagnerons à sensibiliser encore, même à ce 21e siècle. Tout comme moi, pour moi, je sensibilise sur les violences domestiques, mais je pense que mental health, santé mentale aussi, c'est une forme, ça vient de là. Parce que moi, comme je dis toujours, heureusement que ma famille était là. J'ai vécu un très mauvais moment. Vous avez pris l'exemple, par exemple, de le divorce. Certaines femmes s'en sortent. Moi, j'étais arrivée à un niveau où j'entre dans le taxi, je pleure. Que ce soit pour rentrer du travail, que ce soit pour aller au travail. Je pleure tout le long du chemin. Je faisais que pleurer. Et vous imaginez, quelqu'un qui pleure comme ça tout le temps, elle devient...
Donc, moi, j'ai envie de dire, ne prenez pas ça à la légère. Il faut continuer à vous renseigner. Il faut continuer à sensibiliser pour les reines de beauté comme moi qui sont dans leur combat. C'est la santé mentale. Il ne faut pas relâcher. Parce que nous gagnerons toutes à comprendre ce que c'est et à ne pas jeter la pierre à ceux qui en souffrent parce que c'est sérieux. Très bien. On nous a rappelé, Didier nous a rappelé que, que nous étions arrivés au terme de l'émission. Adèle, tu es une femme courageuse. J'aime t'avoir sur mon plateau parce que tu as une somme d'expérience qui fait que on a besoin de s'inspirer de toi. Alors, toi qui as eu un mari qui a connu la dépression, qu'est-ce que tu peux dire aux femmes qui ont des maris qui se comportent bizarrement, mais qui n'arrivent pas à comprendre? Ok, Hermine. J'aimerais dire à une sœur qui est en train de subir, de vivre en fait cette situation, d'être éveillée, de comprendre et de connaître la personne avec qui tu vis. Si tu vois que le comportement de la personne change, sois éveillé, que la personne ne dorme pas comme moi. Et puis si la personne est diagnostiquée dépressive, le français est difficile, hein? Il faut directement penser à l'amener à l'hôpital. Oui, c'est très important. Et puis lui accorder beaucoup d'amour. Il faut être là pour lui donner de l'amour, pour le consoler, pour l'écouter. Parce que les gens qui font la dépression ont besoin d'être écoutés. Il ne faut pas être violent, il faut lui donner tant d'amour. L'écouter, c'est très important. Donc moi, je pense que c'est tout ce que je peux donner comme conseil. Aimons-nous vivants. Ne nous insultons pas, les mots méchants, ça blesse. Qu'est-ce qu'il y a? L'amour est là, tout est beau. Pourquoi nous faire des problèmes? Moi, quand je suis là, je vois mon mari, quand je vois qu'il est fâché, je danse souvent pour lui. Hein. Je dis, monsieur, attends, je danse un peu. Après, il sourit, il dit, toi, avec ta comédie. Ça passe, hein? Donc, directement, la colère s'en va et la joie revient à la maison. Donc, même avec nos propres enfants, soyons aimables, aimons nos enfants. Donnons-nous des bonnes paroles. Oui, les méchancetés. Tu peux t'élever, tu commences à insulter ton enfant, un villageois, bordel. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Parlons des mots, donnons des bons mots à nos enfants. Alors, tu m'as dit, très bien, merci pour cette sensibilisation. Tu m'as dit qu'il y avait des gens qui te regardaient, à qui tu voulais dire bonjour. Oh oui, à deux personnes. Ok. Bon, je voulais dire bonsoir à l'un de mes frères, le docteur Yakada Salatiel. Il est professeur ici à l'université de Douala-Logbessou. Il est un fidèle téléspectateur de notre émission Entre copines. Je suis sûre qu'il est en train de nous observer. Je vais lui dire bonsoir, dire également bonsoir à ma maman, Madame Balomon Françoise, et sans oublier mon chéri Coco que j'aime tellement beaucoup. Monsieur Owo et Kolo Lazare, bisous à toi mon bébé, que le Seigneur te fortifie et ne tombe plus malade. Voilà. Ensuite, je vais dire bonsoir à toutes les populations de Guizigis. Oui, de l'extrême nord, hein, de l'extrême nord en général. Je vous salue, salam alaikum, salam alaikum. Merci beaucoup. Alors, Karel, oui, nous sommes dans les 16 jours de sensibilisation contre la violence faite aux femmes. Oui. Est-ce que toi, une femme qui a subi la violence, tu as envie de dire à une femme ce soir? J'ai envie de dire à une femme ce soir que essaye de briser le silence. Prends le courage de dire au moins à quelqu'un à qui tu fais confiance, ou alors, même si tu vas sur Facebook, sur Google, il y a des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Écris-leur. Comme ça, tu peux au moins briser le silence. Ça va te faire du bien déjà. Pour que tu puisses briser le silence, demander de l'aide de manière anonyme, c'est déjà quelque chose. J'ai pris du temps, moi, pour le faire, mais j'ai pu le faire. Et aujourd'hui, je suis devant des millions de téléspectateurs pour le dire et j'en suis très fière. Et tu es très belle. Merci. Est-ce que je peux dire merci à Evunga Irins sur Facebook pour mes boucles d'oreilles. Et merci à mes parents, comme c'est mon anniversaire. Alors, Madame Etondé, vous qui êtes spécialiste de la santé mentale, est-ce que vous pouvez sensibiliser les gens sur les maladies mentales en 2 mots pour qu'on arrête de penser que celui qui est en dépression est fou? La maladie mentale, ce n'est pas un drame. Hein? Quand on a une maladie mentale, on la soigne. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec la maladie mentale et qui font des choses extraordinaires, on ne peut même pas imaginer. Parce que ces personnes se soignent. Maintenant, quand on est en dépression, la dépression nous met dans le noir, on a peur, on est inquiet et ainsi de suite. On doit lutter contre les idées négatives. Nous ne devons pas rester là à nous morfondre. Luttons, ça veut dire qu'aujourd'hui, on réussit à être heureux
Demain, ça peut changer. On continue à lutter. Quand on dit lutter, ça veut dire qu'on est en action. Hein. On bagarre avec les idées négatives. Ça ne part pas comme ça. Donc, nous devons aussi chercher à être avec des gens qui nous comprennent. Parce qu'il y a des gens qui ne comprendront pas. Parfois, on a tendance à aller vers les gens qui nous repoussent. Allons vers les gens qui comprennent notre situation. Nous devons parler, comme Karel a dit, et parce que le fait de libérer la parole, ça nous libère déjà. Moi, j'ai un exercice que je donne souvent aux gens, écrire, ressortir ce qui nous dérange, écrire en 5 phrases. Les gens l'ont négligé au début, mais tous ceux qui sont passés chez moi ont apprécié cet exercice parce que parfois, tout est bloqué dans notre tête. On ne sait pas, mais quand on le couche sur le papier, ça commence déjà à nous libérer. Donc, on sait au moins ce qu'on va soigner. N'ayez pas peur de vous faire soigner. La maladie ne connaît ni le riche, ni le pauvre, ni le docteur, ni le pousseur. La maladie est là. On vit avec. On est né, on a trouvé la maladie. Même le médecin tombe malade. Même après, le médecin meurt. Les médecins même disent qu'ils ne soignent pas la mort. Donc, cette histoire où on pense dans notre pays que le faux, déjà c'est la malchance et tout ça. Non. La dépression, ça arrive à tout le monde. Même aux enfants, on aurait dû, même aux enfants, le dire oui. aussi. Même aux enfants, parce que les enfants, ils peuvent peut-être avoir des parents qui luttent tout le temps, ils peuvent avoir des parents qui ont divorcé, un enfant peut perdre un parent, il ne comprend pas, il peut avoir des problèmes à l'école. Les enfants aussi ont besoin d'être écoutés. Moi, j'avais un enfant qui avait perdu son père, un enfant, il avait peut-être 4 ans. Et puis, on lui a dit que son père est parti au ciel. Donc, sa mère me disait que quand il pleuvait, l'enfant commençait à prier que Seigneur Jésus, oh, mon père au ciel, hein, la pluie, mon père au ciel. Ça le perturbait parce qu'il se demandait que mon père au ciel et la pluie, quand il est tombé, comment mon père est là-bas. Il a fallu utiliser des techniques pour que l'enfant la parle. Quand il a commencé à parler, il ne voulait plus s'arrêter. Donc ne pensons pas que nos enfants n'ont pas de problème. C'est tout le monde qui est touché. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. La dépression, ce n'est pas une fatalité. Nous sommes tous exposés à la dépression. Nous avons une obligation les uns envers les autres, c'est de prendre soin l'un de l'autre. Apprenons à écouter les gens parce qu'on a, dans nos sociétés aujourd'hui, on est plus enclin à juger, on est plus enclin à chercher le défaut de l'autre que d'essayer de comprendre souvent des comportements. Ils peuvent être souvent désagréables, mais c'est peut-être aussi la dépression. Merci Madame Etonde pour cet éclairage. J'ai appris beaucoup de choses. Je suppose que Adèle et Karel aussi. Armel aussi, qui est de l'autre côté de la caméra, à qui je dis merci. À Didier, je dis merci. Retrouvons-nous pour une prochaine édition. S'il plaît à Dieu, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.